Bonsoir à tous. Je suis ravi d'avoir l'opportunité d'ouvrir la première session des XR Day, XR Dev des XR Paris ou Paris XR. On sera la prochaine fois, je l'imagine. Je vais faire un petit disclosure. Je suis Microsoft Regional Director, donc en gros, on va dire consultant pour les équipes produits chez Microsoft. Néanmoins, ne vous attendez pas à quelque chose de forcément élogieux, uniquement élogieux sur Azure Spatial Encore. L'idée est que vous appreniez des choses, que vous ayez un takeaway, que vous sachiez en quoi Azure Spatial Encore, que je vais sûrement appeler ASA assez rapidement dans la presse, est vraiment un service formidable, mais qui est sujet à de potentielles évolutions très intéressantes à l'avenir. Alors, qui je suis, très brièvement, donc Thomas Nigro, anciennement développeur chez VLC, Videolan et Videolabs. J'étais en charge principalement de l'application VLC sur Windows Store, celle que vous n'avez probablement pas utilisée, puisque pas grand monde utilisait Windows Store à l'époque. Néanmoins, quand même, je tiens à souligner, il y avait un paquet d'utilisateurs dessus, et ça prouvait à l'époque que si vous investissiez suffisamment de ressources dans le développement d'une application Windows Store, eh bien globalement, ça avait du succès. Depuis 3 ans à peu près, j'ai cofondé avec Soraya Jaber Opuscope, qui est une entreprise spécialisée dans la réalité augmentée et la réalité virtuelle, et nous sommes un pure player d'éditeur de logiciels, on n'est pas une agence de création. Aujourd'hui, on arrive à une vingtaine d'employés, et aujourd'hui, nous venons justement d'annoncer notre dernière levée de fonds en seed de 3 millions d'euros. Mais revenons avant ça, merci. Merci. On va revenir au sujet principal du coup, qui est Azure Spatial Encore. Et quand j'ai commencé à travailler sur ma presse, je me suis dit qu'il n'était pas possible de parler d'Azure Spatial Encore sans parler de ce que ça représente derrière, quel est le service, la valeur ajoutée. Et en gros, ça s'appelle la persistance. C'est un pilier du spatial computing et je vais tenter en quelques minutes de vous expliquer en quoi la persistance est un élément fondamental du développement et de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle. Je vais commencer par les cas d'usage. Azure Spatial Encore, l'exemple le plus parlant aujourd'hui, et d'ailleurs le client numéro 1 de Azure Spatial Encore, c'est Minecraft AR. Je ne sais pas si dans la salle il y a des gens qui l'ont utilisé, parce que je ne sais même pas s'il est disponible en France. Ouais, voilà, il est déployé désormais aussi au UK, aux États-Unis depuis quelques semaines. Bon, c'est assez formidable. Azure Spatial Encore permet de créer une expérience multijoueur au sein d'un monde réel, et donc de placer votre session Minecraft et de jouer à plusieurs. Donc là, on voit 2 personnes avec, je crois, un iPad chacun. L'utiliser, ça permet donc de faire des expériences partagées à plusieurs, et dans un scénario professionnel, ça permet de faire de la collaboration. L'autre use case énorme de Azure Spatial Encore, c'est la persistance à travers différentes sessions, donc pas la persistance de plusieurs utilisateurs dans la même session, mais l'idée est de pouvoir faire des location-based experiences. Quand vous créez un projet avec Unity, quand vous arrivez dans votre scène Unity, vous n'avez rien, c'est vide, et vous créez des choses par-dessus. Il n'y a pas cette prise en compte de l'environnement. Avec Azure Spatial Encore, vous avez la possibilité de placer des encres, d'où son nom, par-dessus le monde réel, et de faire persister à quelques centimètres seulement le contenu que vous aviez précédemment placé. Ça permet donc, par exemple, dans un château, de replacer des éléments contextuellement à l'environnement, et vraiment sans avoir à essayer de refaire soi-même toute cette idée de relocalisation qui a coûté quand même probablement beaucoup d'argent à Microsoft et à d'autres. Donc c'est quand même plutôt sympa de pouvoir consommer ce service comme une technologie préexistante. Et à terme, d'ici 3 à 5 ans, en tout cas je l'espère vivement, on pourra faire de l'AR et de la VR on va dire permanente, que l'on peut utiliser partout. Là j'ai volontairement exagéré en utilisant une capture de Hyper Reality qui est un court-métrage où vous voyez, tout simplement, là c'est un exemple de persistance d'objets absolument massif. On ne souhaite pas vraiment en arriver à là, mais disons que Azure Spatial Encore et les services du même acabit ouvrent la porte à ces usages, et si on en fait bon usage, on va pouvoir faire des choses assez extraordinaires avec. Pourquoi je disais que Azure Spatial Encore, c'est un élément essentiel du spatial computing? Parce que il y a quelques années, l'informatique a appris à comprendre les intentions de l'humain, et l'humain a pu commencer à communiquer avec la machine. C'est ce qu'on appelle les Human-Computer Interactions, un petit peu comme l'être humain sait communiquer avec son propre environnement, c'est la perception, c'est la réalité de tous les jours. Et la tendance avec la réalité mixte est de faire de sorte que l'environnement soit compris par l'ordinateur. Et ça, c'est vraiment une différence majeure et qui permet de faire de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle ce qu'elles sont et tous les usages qu'elles proposent.
Et Azure Spatial Anchor est un élément fondamental dans la création de vos expériences et de vos contenus si vous voulez faire une expérience de réalité mixte qui intègre cette composante qui est aujourd'hui essentielle. Et pas juste la détection d'un plan avec AirCore ou AirKit où vous placez des éléments, c'est très bien. Mais l'étape d'au-dessus et qui est absolument cruciale, c'est de pouvoir utiliser des encres spatialisées. La réalité mixte, on l'a dit, du coup, c'est la compréhension de l'environnement par la machine. Ça passe par 3 éléments qui sont additifs. On peut se contenter du premier, par exemple. Le premier, c'est la création d'un mesh ou d'un point cloud, un nuage de points de votre environnement. En gros, vous vous retrouvez avec votre HoloLens, typiquement il y a 3 ans, dans le château dont j'ai montré la capture d'écran dans une slide précédente. Le HoloLens faisait un scan. Littéralement, il a des capteurs time of flight avec de l'infrarouge et mélangé avec des algorithmes vraiment bien faits de chez Microsoft, qui sont aujourd'hui encore inégalés globalement sur un appareil qui est commercialisé. Vous avez la possibilité de récupérer en tant que développeur le mesh de l'environnement mis à jour toutes les 2 à 3 secondes. C'est assez impressionnant. Mais quand vous voyez quand la machine voit un canapé, en fait, elle ne voit pas un canapé, elle voit une forme. Et vous, avec vos yeux et votre cerveau, vous êtes capable d'interpréter que c'est un canapé. Il y avait un plugin réalisé par Asobo HoloForge qui permet en natif au sein d'Unity de faire du tagging et de l'analyse sémantique du mesh pour détecter un sol, un plafond, un canapé. La bonne nouvelle, c'est que dans HoloLens 2, c'est désormais intégré. Donc ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, c'est la relocalisation, donc la persistance à proprement parler, des infos. En gros, c'est le replacement de vos objets précédemment placés dans l'environnement en utilisant les données précédemment sauvegardées et les données actuellement récupérées par l'appareil. Il y a une comparaison des deux, éventuellement ça fait un matching, et vous avez donc la possibilité de replacer le plus précisément possible les éléments que vous aviez placés auparavant. Le spatial mapping et le meshing, en quoi c'est essentiel ? D'une part, ça permet à votre application de s'intégrer le mieux possible dans l'environnement avec les formes. Donc, par exemple, d'éviter de placer un objet derrière le mur. On va faire une collision pour qu'il puisse se placer sur le mur. Ou d'utiliser la physique. Ça, c'est intéressant. Par exemple, il y a un super exemple de 6Z AI, qui est une startup qui fait du spatial mapping. On en reparlera un peu plus tard. Leur sample, c'est tout bête. Vous avez une balle qui sort de votre téléphone et elle rebondit sur le sol. La première fois que vous voyez ça, c'est super impressionnant. Alors, AirKit est capable de le faire sur du sol, mais ne sait pas distinguer une chaise, ne sait pas distinguer un canapé. 6Z AI est capable de le faire, et en utilisant ce mesh, vous voyez à quel point c'est essentiel de pouvoir récupérer l'environnement et donc le mesh de l'environnement dans votre application. Ça rend les choses beaucoup plus dynamiques d'un coup. Puis évidemment, il y a le use case du pathfinding, où dans un salon hyper grand, si vous avez le scan à l'avance, vous pouvez vous déplacer d'un point A à un point B. J'ai moi-même utilisé Google Maps AR ce soir pour arriver ici, et c'était pas si mal, même si bon, le soir, ça marche un peu moins bien. Le tagging et la segmentation, c'est l'idée du coup d'aller encore plus loin et de détecter ce qui est une personne, ce qui est un vase, un chien, quel type de chien, pour quelle espèce, etc. Et pareil, sur le HoloLens 2, il y a une avancée assez extraordinaire, c'est que qui a utilisé le HoloLens 1 pour faire du scan ici? C'est bien, c'est bien. Le HoloLens 1, une des grandes frustrations, et le Magic Leap, il a le même problème, c'est que vous détectez une partie du mur. Et puis, déjà, ça utilise 1000 polygones, 1000 triangles juste pour un mur, alors ça pourrait être un plan. Et il va détecter un autre bout de mur, et il ne va pas combler entre les deux. C'est parce qu'il ne fait pas une analyse intelligente de ce qu'il voit. Il voit quelque chose, mais il ne sait pas consciemment que c'est un mur. Avec le HoloLens 2, il y a la possibilité d'activer la compréhension sémantique de ce qui se passe. Et à partir de là, du coup, il va combler le trou, parce qu'il sait que globalement, vous avez un bout de mur. Entre les deux, il y a une forte probabilité que ce soit toujours un mur. Et donc, il va vous diminuer considérablement le nombre de polygones, etc. Cette compréhension plus poussée de l'environnement est ultra bénéfique, et je vous encourage vraiment à aller explorer les possibilités du HoloLens 2 à ce sujet. Ces 2 premières étapes permettent donc d'aller encore plus loin dans les possibilités créatives qui s'offrent à vous, et développeurs et créateurs. À droite, vous avez une expérience qui ne prend pas en compte l'environnement. Elle peut s'ouvrir ici ou là. Globalement, c'est une petite expérience isolée qui est indépendante de l'environnement. À gauche, vous avez une expérience sur iPad qui utilise les Azure Spatial Anchor et qui s'ouvre à un endroit précis, donc c'est une unité de lieu avec un repère de coordonnées. L'expérience de gauche utilise la persistance, l'expérience de droite n'a pas besoin nécessairement d'utiliser la persistance. J'ai pris ce screenshot sur le site de Microsoft, c'est une bonne explication des 3 piliers que j'ai expliqués auparavant. Vous avez le spatial mapping, donc globalement ça détecte un mesh,
Deuxième, ça détecte probablement, en tout cas ça devrait idéalement, détecter ce qu'est un sol, ce qu'est un mur. Et le troisième, c'est une fois que vous avez placé cet objet, vous n'avez pas envie, à chaque réouverture de l'expérience ou de l'application, de devoir replacer manuellement l'objet, vous utilisez la persistance. Donc typiquement, ce genre de use case utilise les trois possibilités du World Understanding. Venons maintenant au vif du sujet qui est Azure Spatial Encore. Mais comme on est une boîte qui à la base faisait de l'histoire et du patrimoine, on va d'abord faire une rétrospective sur ce qu'est Azure Spatial Encore. Et on va parler des World Encores de HoloLens. On a beaucoup joué avec au début chez Opuscope et c'était impressionnant. Pour la première fois, j'avais la possibilité de voir un ordinateur comprendre suffisamment bien l'environnement pour placer des objets, les replacer alors que je les avais placés un jour, 2 jours, 3 jours avant et dans des conditions différentes, même de luminosité. Un jour il fait beau, un jour il fait moins beau. Mais ça avait quand même quelques désavantages. Alors, le premier, c'est qu'il n'y avait aucune façon simple de les stocker sur du cloud, à part si vous faisiez un zip, mais c'était très maladroit. Ça ne fonctionnait que sur le HoloLens 1. Il n'y avait pas de possibilité propre de faire du partage. C'était possible, hein, c'est assez souvent toujours possible, mais c'était assez complexe et inutilement complexe. On ne pouvait pas sauvegarder l'environnement en lui-même, donc vraiment le spatial mesh, ce que vous auriez bien envie de faire pour éviter de rescanner à chaque fois votre pièce et d'utiliser inutilement la performance de votre appareil, qui quand même a une petite batterie, hein, il faut économiser des cycles CPU, et c'était une black box, c'est-à-dire que Microsoft communiquait pas vraiment sur la façon dont ça fonctionne, et d'un point de vue développeur, on aime bien savoir, pas tout le temps, mais on aime bien savoir un petit peu comment les choses fonctionnent derrière, et l'avantage, c'est qu'avec Azure Spatial Encore version, enfin le cru 2019, ils se sont beaucoup ouverts, c'est d'ailleurs une conséquence directe de l'ouverture de Microsoft ces dernières années, et je pense que globalement c'est bénéfique à tous. Alors qu'est-ce qu'Azure Spatial Encore? Azure Spatial Encore, c'est un service qui tourne sur Azure et sur votre appareil, qui permet de bénéficier de ce dont je viens de parler, la persistance de votre contenu, donc de sauvegarder les coordonnées de vos objets, de vos éléments de scène à travers les sessions, de façon cross-platform, c'est-à-dire ça fonctionne sur un HoloLens, ça peut fonctionner sur un téléphone iOS, et qui permet aussi de faire des sessions partagées, donc envisager facilement, beaucoup plus sereinement, des scénarios de collaboration, de multijoueurs. C'est cloud-based, contrairement aux API du HoloLens 1, donc c'est facilement partageable. En quelques minutes, vous avez la possibilité de partager des encres entre différents devices. C'est vraiment conçu pour, c'est fait avec Azure. Une grande particularité par rapport aux alternatives à Azure Spatial Encore, c'est le respect de la confidentialité de la vie privée. On reviendra là-dessus, c'est un point super important. C'est cross-platform, ça fonctionne sur HoloLens, ça fonctionne sur iOS, ça fonctionne sur Android. Microsoft a une volonté d'ouverture. Ça va fonctionner sur tous les grands appareils de réalité augmentée et de réalité virtuelle. D'ailleurs, ceux qui veulent savoir pourquoi j'insiste sur le fait que ça peut être aussi utilisé en réalité virtuelle, n'hésitez pas à venir me voir après, il y a des use cases super intéressants. C'est basé sur Azure. Donc en gros, la comparaison des différentes données se fait sur le cloud. Il n'y a que l'analyse des points cloud qui est faite sur le device, ce qui permet à un iPhone 6S, qui est compatible à AirKit, de bénéficier de Azure Spatial Encore, et donc du coup d'avoir une compatibilité maximale avec le marché. Ils sont vraiment sérieux là-dessus. Ça fonctionne avec probablement le système que vous utilisez pour faire vos applications, et ça n'essaie pas de refaire soi-même tout. Ça se base sur le tracking de l'appareil. Si ça tourne sur un téléphone iOS, ça utilise le tracking AirKit. Et le point cloud qui est utilisé par Azure Spatial Encore n'est pas un point cloud maison. Il s'appuie sur le point cloud généré par AirKit ou si vous êtes sur Unity, Air Foundation qui est un wrapper de AirKit sur iOS. Comment ça marche concrètement? Alors, je ne connais pas trop le niveau et les envies de tout un chacun ici, donc je ne suis pas allé trop loin dans l'implémentation. Ne vous attendez pas à des démos de code en live. Spoiler, ça ne marchera pas. C'est encore des technos natifs, c'est absolument pas certain que ça fonctionne comme ça du premier coup. Donc je vais vous parler de l'idée globale, le workflow de votre création, de votre relocalisation. En 5 étapes garanties que vous pouvez voir avec les samples, mais je vous invite à bricoler le plus rapidement possible avec les API plutôt qu'à passer du temps sur l'analyse des samples qui sont vraiment gargantuesques, c'est de créer une session Azure Spatial Encore. Son objectif, c'est de se hooker à la session native AirKit, AirCore ou HoloLens, donc de votre appareil, et d'éviter d'avoir à tout refaire, parce que qui de mieux que chaque constructeur et chaque... par exemple, Apple, qui mieux que Apple sait faire du tracking sur un device iOS? Personne, globalement, il y a une intégration verticale, c'est intelligent de se brancher par-dessus et de ne pas refaire les choses.
La deuxième partie, c'est la création d'une encre spatialisée. Alors comment ça marche? Dès que vous demandez à ASA de faire la création d'une encre spatialisée, le device va récupérer le point cloud et en local, ASA va vous dire « j'ai pas encore assez d'infos, j'ai à peu près 50% d'infos pour pouvoir relocaliser correctement la prochaine fois ». Et ça, c'est vraiment une étape critique, c'est pas pour rien qu'elle est orange. Si vous ne faites pas bien cette étape, tout le reste, à gauche, en bas, comme à droite, ne fonctionnera pas. Et ça, c'est crucial parce que votre utilisateur, il ne vous donnera pas deux chances. Ça peut prendre un peu de temps, donc il faut aussi savoir gérer sa patience. Ça peut prendre 3, 4, 5, 6 secondes. D'autant plus que si vous voulez assurer la relocalisation, non mais 3, 4, 5 secondes, c'est beaucoup pour un utilisateur dans certains scénarios. Il s'énerve assez vite, d'autant plus que généralement, l'air, même sur un iPhone 11, ça fait perdre 1 à 2% par minute de batterie. Donc voilà, chaque seconde compte. Chaque cycle CPU compte aussi. Et vous pouvez augmenter le threshold de validation de votre encre. Ça, c'est un pro tip. On ne l'avait pas vu de suite. Vous pouvez demander à ASA de valider la création de votre encre seulement si vous avez 200% de données. Pourquoi? Parce que si vous avez 100%, vous n'êtes pas vraiment garanti de pouvoir la relocaliser. Si vous mettez 200%, ça va prendre plus de temps. ASA va être plus exigeant sur la quantité de point cloud à générer pour chaque encre, mais au moins vous êtes garanti d'avoir un meilleur angle d'attaque plus large lorsque vous voulez la relocaliser. La donnée est anonymisée, donc le point cloud, quand il est envoyé à Azure, n'est plus un point cloud, on va en reparler plus tard. Et ensuite, globalement, Azure va vous dire si vous avez réussi à créer votre encre ou pas. Pourquoi il vous dirait qu'il n'a pas réussi à créer votre encre? Eh bien, en fait, on ne sait pas trop, c'est assez mystérieux. Honnêtement, le SDK n'est pas tout à fait... On a parfois des messages d'erreur, on ne comprend pas trop, alors on réessaye, mais ce n'est pas encore super bien décrit. Je suis sûr que ça va s'améliorer, c'est pas grand-chose. Mais globalement, on a un taux de succès assez impressionnant si on respecte l'étape 3, qui est vraiment celle qu'il faut retenir. La relocalisation, elle est simple, et franchement, sur une connexion 4G, elle se fait en quelques secondes, sans bousiller la batterie de votre téléphone. Vous recréez une session Azure Spatial Encore, vous faites une requête de relocalisation, et là, il y a un détail qui tue. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont utilisé 6Z AI, qui est une startup qui propose de faire du meshing et de la relocalisation. Eux, ils ont la particularité d'avoir un mesh du monde entier partagé et ils n'utilisent pas un système d'encre. C'est-à-dire que si j'avais déjà scanné cet endroit ici et que je revenais avec l'application de test de 6D, il va me retrouver exactement le mesh précédemment sauvegardé et éventuellement même mis à jour par quelqu'un qui serait passé ici, aurait fait la même chose que moi entre-temps. C'est ultra puissant, mais ça a d'autres désavantages. Azure Spatial Encore ne fait pas ça. Il faut lui préciser les encres que vous souhaitez relocaliser. Ne vous attendez pas à quelque chose qui fonctionne tel Minority Report ou la slide où je montrais la vidéo de Hyper Reality. Ce n'est pas encore possible. Il faut spécifier les encres. Vous avez par exemple dans un musée 5 encres. Vous voulez rouvrir l'expérience de ce musée, vous devez spécifier les 5 encres à relocaliser avec leur ID Azure Spatial Encore. À partir de là, le device va récupérer le point cloud à partir de la caméra et éventuellement de la caméra infrarouge sur un HoloLens. Il en fait son point cloud, il l'envoie à Azure. Azure fait la comparaison de votre point cloud anonymisé et actuel à celui qui avait été précédemment sauvegardé. Il fait un matching et il renvoie les coordonnées à votre SDK par rapport au système de coordonnées que vous avez à cet instant-là. Donc il va tout traduire pour vous et vous vous retrouvez tout simplement avec votre objet replacé à quelques centimètres près. Pour info, petit takeaway, je vais en revenir là-dessus, mais on va le voir d'ailleurs dans une démo, parce que j'ai des démos, que la précision varie énormément. En intérieur, vous pouvez avoir une précision de 1 à 2 cm, c'est absolument incroyable, surtout sur un HoloLens. Dehors, not so much. On peut se retrouver avec un drift de 50 cm, et c'est quand même pas mal. Après, attention, quand on est dehors, on ne s'en rend pas forcément compte, donc voilà, c'est important à savoir. Et aussi, le drift de 50 cm, on s'en est aperçu qu'on a fait une expérience qui faisait, je crois, quelque chose comme 2000 ou 3000 m², et dehors. Et à des différentes conditions, genre un jour il pleuvait, l'autre jour il faisait nuit, et le jour d'après il faisait beau, mais c'était en pleine journée, il y a plein de voitures et de passants. Donc c'est quand même pas si mal, ça se défend bien. Là, ce que je vais vous montrer, c'est une démo dans Minsar, c'est une version expérimentale de notre logiciel de création d'expériences sans code, où on utilise les Azure Spatial Encore pour permettre à nos utilisateurs, qui se l'approprient, de créer des expériences persistantes et localisées dans un musée, en l'occurrence. Ça, c'est le musée des arts décoratifs, ils ont fait ça il y a 1 ou 2 mois. Vous fiez pas trop à la qualité des contenus, c'est juste pour faire du test, mais l'idée là, c'est que vous avez une expérience qui est persistante
relocaliser cross-platform. Vous pouvez l'ouvrir avec un HoloLens, un Android ou un téléphone iOS. Notre viewer va relocaliser en temps réel. Donc, je viens de dire juste avant que c'est pas possible de juste ouvrir une app et de relocaliser comme ça magiquement. Bon, le trick qu'on a, vous vous en doutez bien, c'est pas très compliqué. Vous faites d'abord un fixe GPS, vous regardez les potentielles encres que vous avez à proximité et vous tentez de les rouvrir. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Et à part si vous avez 15 expériences dans les 20 mètres, ça se passe plutôt bien. Donc ça, c'est un premier exemple. Et franchement, c'est assez stable. Vous avez quelques petits problèmes d'ombre, mais ça, c'est un problème dû à la version expérimentale de Minsar. Alors, le deuxième sujet, là, c'est ça contredit exactement ce que je disais sur l'idée que les métaverses en réalité augmentée, ça arrivera dans 3 ou 5 ans. Quand on a fait ce test dehors, on s'est rendu compte que franchement, ça pourrait arriver dans pas si longtemps. Là, c'est ultra rough. En gros, c'est de la relocalisation dehors de tout un tas d'encre, et ce, de façon automatique. C'est-à-dire, on évolue dans la rue et on essaie de regarder le point cloud en permanence, on le renvoie à Azure, et Azure nous donne des encres s'il y en a. Voilà, c'est juste ça. Donc, vous voyez, c'est quand même assez smooth. Oui, je suis pas très inspiré sur les tests, personne n'est dans l'équipe, mais globalement, quand on est à 350e tentative de debug, on fait un peu comme on peut. Donc là, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on fait pas... ça, c'est la donnée telle qu'elle est renvoyée par Azure. On n'essaie pas de faire du smoothing, du repositionnement temporel à partir des autres encres placées. C'est vraiment le contenu tel qu'il est renvoyé par Azure Spatial Encore. Et on n'a pas noté d'overhead significatif sur la batterie, même sur une expérience qui se tient sur quasiment la moitié d'un arrondissement. Vraiment, on fait quasiment jusqu'ici, jusqu'au boulevard de Sébastopol. Il y a un drift, certes, mais ça fonctionne et ça n'utilise pas trop de batterie. Donc c'est vraiment impressionnant. Pourquoi je suis venu ici? Pour essayer de vous faire un takeaway des choses à ne pas faire ou à éviter lorsque vous allez tenter d'apprivoiser cette magnifique technologie qui est Azure Spatial Encore. Le premier, c'est vraiment dommage, c'est que les samples sont pas super. En tout cas ceux d'Unity, je ne parle pas pour les autres. Ils sont faits, je sais pas, honnêtement, je sais pas ce qui s'est passé, mais ils sont pas super explicatifs, et dans un seul projet, ils essayent de vous montrer 14 scénarios différents. Ça aurait été bien d'avoir un sample par scénario. Donc, fiez-vous aux API, regardez le fonctionnement global. La doc, elle, par contre, est vraiment bien faite, et vous donne aussi tout un tas de bonnes et mauvaises pratiques, donc à éviter. Fiez-vous là-dessus. L'angle de scan est super important. Je vais pas trop me déplacer, mais globalement, si j'essaie de créer une encre qui est au niveau de la table ici et que je le fais à partir de là, même si je demande 200%, donc un très haut niveau d'exigence d'analyse du point cloud, donc il va me demander de faire à peu près ça. Si je tente de l'ouvrir de l'autre côté, vous attendez pas à ce que ça marche. Ça peut fonctionner, mais c'est pas certain. Dans nos tests, c'est moitié-moitié. Voilà, ça peut fonctionner, ça peut ne pas marcher. On aimerait bien du coup pouvoir rajouter des informations à une encre précédemment enregistrée. Aujourd'hui, c'est pas possible. Voilà. Donc il y a des petites choses comme ça à savoir, il y a des bonnes pratiques, surtout quand vous faites une expérience pour un client final et que vous lui promettez une relocalisation qui fonctionne. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas du tout. L'itération. Alors je ne sais pas ceux qui utilisent Unity ici, mais quand vous déployez sur un téléphone iOS, nous notre app elle prend 9 minutes à recompiler. Et globalement, quand vous vous rendez compte que votre encre Azure Spatial Encore, elle n'a pas pu être relocalisée parce que vous avez fait une erreur de calcul de matrice ou quelque chose, et que vous prenez 9 minutes de compilation pour une ligne de code qui n'allait pas, vous êtes un peu triste au bout de 350 itérations. Surtout qu'il faut la tester dans de bonnes conditions vraiment, donc il faut aller dehors, il faut descendre du 4e étage, etc., retenter le projet, c'est un peu compliqué. On adorerait que Microsoft, pour améliorer encore plus son outil, nous permette de faire du debugging directement dans l'éditeur, donc de simuler la visualisation d'un point cloud et simuler la relocalisation. Ça permettrait d'aller beaucoup plus vite. Je pense que ça va arriver parce que c'est assez évident comme problème. Comme je disais, c'est pas magique. Je pourrais montrer un peu sur mon téléphone, j'ai un exemple d'une galerie au musée des arts décoratifs, justement, où ils ont essayé d'utiliser les Azure Spatial Encores, et c'est sur une petite pièce. Elle doit faire 12 mètres carrés, et ce sont les mêmes motifs à quelque chose près. En gros, ce sont des fables, et il y a des feuilles qui bougent entre un motif et un autre. Alors Azure Spatial Encore, au début, il vous dit que tout va bien, qu'il a réussi à sauvegarder une encre par tableau dans la pièce. En plus, il y a des miroirs, et le sol n'a pas de motif apparent, donc le tracking de ARKit se perd énormément aussi. Mais globalement, ce qui se passe, c'est qu'à la relocalisation, il va mettre toutes les encres sur le même tableau parce qu'il a l'impression que, il perçoit pas vraiment bien les différences. Donc ça, c'est super important à prendre en compte. C'est pas magique.
Et à part sur HoloLens, ça ne prend pas en compte les données de l'infrarouge, donc le time of flight. Les smartphones, leur tracking n'est pas super bon comparé à HoloLens, donc il y a un énorme drift. Quand vous faites 150 mètres, une expérience sur 150 mètres, vous allez vous rendre compte que même si Azure Spatial Encore prend bien en compte le drift, bah, votre téléphone il va avoir une estimation de pause qui est assez incorrecte. Et jamais, 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 ne mettez jamais de contenu au-delà de 3 mètres de distance par rapport à l'encre placée. Vous faites ça, vous êtes fini. C'est super important de placer le contenu associé à chaque encre le plus proche possible de l'encre. Si vous vous rendez compte que votre contenu finalement il est trop proche, vous supprimez cette encre et vous en recréez une nouvelle. Quels sont les défis passés, en cours ou à venir pour Azure Spatial Encore qui leur permettraient de faire quelque chose d'encore meilleur? Le premier, c'est la vie privée, la confidentialité. Alex Kipman, qui dirige la partie réalité mixte chez Microsoft, a vraiment à cœur de respecter la vie privée des utilisateurs, mais aussi des entreprises, puisque HoloLens et tout ce qui est Azure, normalement, a un très très haut standard de confidentialité. Et pourquoi je disais que c'est anonymisé? En fait, ils n'utilisent pas le point cloud de votre appareil, ils anonymisent le point cloud en traçant des droites, passant par chaque point cloud. Ça ne peut pas, du coup, on ne peut pas interférer, récupérer ça et déduire le mesh de votre environnement. Il n'y a aucune possibilité d'inférer ce qu'il y a dans l'environnement à partir de là, mais Microsoft est capable de faire une comparaison de ces line cloud, je crois qu'ils les appellent comme ça, les 3D line cloud, côté serveur, et donc de récupérer un matching. C'est absolument extraordinaire. Il y a un papier d'une 15aine de pages de Microsoft Research à ce propos. Je pourrais partager le lien. Après, Alex Kipman a un article, un blog post sur LinkedIn qui explique tout ça. C'est absolument incroyable. Alors évidemment, quelles sont les alternatives à Azure Spatial Encore et pourquoi, je le dis publiquement, nous, chez Minsar, on a décidé d'utiliser Azure Spatial Encore, malgré quelques petits défauts. Il y a 6D AI, qui est une start-up aux États-Unis, qui donc promet de faire de la réalité augmentée, du meshing et de la relocalisation, donc de la persistance, mais ils font tout tourner sur le device. Donc en gros, vous avez des réseaux neuronaux qui tournent sur votre iPhone, là vous perdez 3-4% par minute, c'est pas compatible sur les iPhones qui sont plus vieux que le iPhone 8, quelque chose comme ça consomme énormément. Mais ils ont une approche qui est absolument extraordinaire, si ça marche, c'est génial. Vous avez un mesh du monde entier qui est partagé et qui est sur leur serveur, donc ça peut faire un peu peur, mais bon. AirKit aussi a une fonctionnalité de persistance, mais ça fonctionne que sur iOS, évidemment. Si vous voulez faire de la synchronisation entre appareils, il faut le faire soi-même. Skype Air et Google Cloud Encore sont d'autres alternatives qui valent la peine d'être explorées, mais dont je vais pas trop m'épancher là-dessus. Et j'ai un peu fait la liste au Papa Noël. Qu'est-ce qu'on aurait beaucoup aimé, nous, voir dans Azure Spatial Encore et on espère voir venir dans les prochains mois. C'est peut-être une migration. Alors c'est dommage, ça obligerait Microsoft à faire un rebranding, mais ils sont assez habitués à faire ça. Azure Spatial Encore, ça utilise des encres. On pense que l'avenir, ce n'est pas un système d'encre, c'est un système de coordonnées géographiques partagées, un petit peu comme ce que fait 6D, mais ça va prendre un temps fou et ça a l'air pas dans le scope de Microsoft actuellement. Et donc le tooling pour les développeurs, vraiment. La techno est incroyable, je vous invite vivement à essayer. Mais les temps d'itération sont absolument affreux et les samples ne sont pas encore super intéressants. On en arrive donc à la conclusion. Je suis ouvert aux questions-réponses. Je ne sais pas trop combien de temps j'ai. Le compteur me dit que j'ai quelques minutes quand même. Sinon, je suis disponible toute la soirée pour répondre à vos questions. Ce sera avec grand plaisir. Profitez de ce temps-là pour proposer, parce que peut-être que votre question va être intéressante pour quelqu'un d'autre dans la salle. Allez-y. J'aurais pas dit mieux. Il y a du temps pour ça. Oui, non, un de vous deux. Vous avez évoqué des use cases en réalité virtuelle. Oui. Est-ce que tu peux répéter la question? Oui, tout à fait. En gros, la réponse est dans la question est dans la réponse. La réalité virtuelle, pourquoi elle peut bénéficier de technologies comme Azure Spatial Encore? Imaginez un escape game en réalité virtuelle. Votre escape game, il peut se faire directement sur place, sans bouger, vous vous téléportez, mais c'est intéressant, mais c'est un peu limité. Imaginez un escape game dont l'environnement virtuel match exactement la géométrie de votre environnement réel. Vous avez cette salle et toutes les autres salles, le deuxième étage et le troisième étage, qui sont vides, il n'y a rien. Si vous regardez, il n'y a que des marqueurs au sol pour faciliter le tracking. Et vous utilisez Azure Spatial Encore pour relocaliser de façon persistante l'environnement virtuel par-dessus le monde réel. Et ça permet aussi du coup de faire un scénario multijoueur où vous avez tous vos utilisateurs qui utilisent un Oculus Quest
et qui se retrouvent dans votre scène en VR. C'est absolument formidable comme use case. Et en fait, si j'en parle de celui-là, par exemple, c'est parce que Microsoft, ou quelqu'un chez Microsoft, a publiquement tweeté une vidéo de ce use case-là, donc vous pouvez trouver un exemple de ce truc-là qui tourne en live sur un Oculus Quest sur Twitter. Il y avait une question un peu plus. Oui. Du coup, est-ce que vous avez testé la mise à jour avec... maintenant, on peut associer avec des beacons Bluetooth. Est-ce que ça aide? J'ai pas essayé. Honnêtement, j'ai pas essayé. Personne dans l'équipe a essayé. On est concentré sur l'implémentation actuelle de AR, avec AR Foundation 3. En fait, toutes ces briques bougent énormément. C'est une énorme frustration, ça aussi, mais c'est dû au fait que tout ce qui fonctionne, tout ce qui va dans l'AR et VR évolue rapidement. On ne va pas s'en plaindre du coup, hein, mais parfois il faut choisir un peu ses combats. On essaie de stabiliser une version qui marche avec Unity 2019.3, Azure Foundation 3 en preview, ARKit 3 et Azure Spatial Encore version 2.1 ou quelque chose comme ça. Vraiment, enfin je sais plus trop, mais en gros, vous changez le versionning d'une de ces briques-là, ça risque de tout casser. Et si vous avez des difficultés à faire tourner Azure Spatial Encore sur Unity 2019.3 avec la dernière version d'AR Foundation, n'hésitez pas à venir vers nous, que ce soit aujourd'hui ou un autre jour, parce que c'est un peu tricky, on n'a pas fait de blog post là-dessus, c'est faisable, mais voilà, c'est pas évident, il n'y a aucun sample qui montre comment faire ça correctement. D'où la difficulté avec le tooling pour les développeurs, hein, notamment. C'est vraiment un vrai problème aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, est-ce que tu as testé le multi-user? En fait, là, tu as parlé beaucoup de persistance. Ouais. Est-ce que la fonctionnalité de multi-user, en termes d'expérience, en réalité, de faire plusieurs sur le même exemple, ça tourne bien? Il y a deux questions là. Est-ce que je l'ai essayé? Oui. En gros, on a notre visionneuse chez Minsar qui permet de visionner des expériences de réalité augmentée. On est en train de rajouter un module de partage. Donc, vous avez plusieurs utilisateurs qui vont se partager cette réalité. Donc oui, ça fonctionne, mais qui mieux que Minecraft AR pour vous prouver à quel point ça fonctionne bien? Je vous invite vivement à télécharger Minecraft AR. D'ailleurs, Minecraft AR n'utilise pas la persistance à travers les sessions, pas forcément pour des choix technologiques, hein, c'est peut-être un choix de gameplay, mais il l'utilise en premier lieu pour la collaboration, enfin le multiplayer. Donc vraiment, je vous invite tous, ceux qui sont curieux à l'idée de voir à quel point ça fonctionne bien, d'essayer avec Minecraft AR. C'est la solution la plus accessible aujourd'hui. Et ça garantit en quelque sorte, puisque c'est quand même pas mal lié à Microsoft, que Azure Spatial Encore s'améliore considérablement, puisque le premier bénéficiaire, c'est un jeu qui est quand même assez proche de Microsoft. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on est OK. Merci. Super. Il y a des questions? Oui. J'écoute. Quand vous débutez avec des devices qui sont nativement de time of life, par exemple, moi j'utilise de caméras RealSense. Est-ce que par exemple c'est compatible avec... L'avantage, c'est que ça n'a pas besoin. Ouais. Par exemple, des caméras RealSense, est-ce que c'est compatible avec des caméras RealSense ou des capteurs time of flight, quels qu'ils soient? Je pense, sans en avoir la certitude, que Azure Spatial Encore sur HoloLens utilise en plus des caméras couleurs les caméras time of flight, donc tout ce qui est infrarouge, pour avoir un meilleur mesh, une meilleure relocalisation. En tout cas, d'expérience, les World Encore, quand il y avait l'API des World Encore, étaient vraiment absolument précises et bien plus précises que ce qu'on peut trouver entre deux téléphones iOS aujourd'hui. À mon avis, c'est une histoire de capteurs. Deuxièmement, Microsoft a vraiment la volonté de rendre le plus cross-platform possible Azure Spatial Encore. Ça ne m'étonnerait pas qu'un jour ce soit compatible, par exemple, avec Magic Leap. Comme je l'ai dit, c'est compatible a priori avec Oculus Quest. Maintenant, est-ce qu'ils vont supporter les caméras RealSense? D'une, c'est pas forcément super pertinent, puisqu'avec des caméras couleurs, ça peut déjà fonctionner. Et de deux, les RealSense, ça reste quand même malheureusement assez niche. En tout cas, comparé à plus d'1 milliard d'appareils iOS compatibles réalité augmentée, c'est difficile de justifier l'investissement. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que Microsoft n'a pas encore publié la version pour Oculus Quest ou pour Magic Leap One, puisque le nombre d'unités, d'un point de vue très business et très pragmatique, est très très faible par rapport à iOS et Android. Merci à vous. Merci. À bientôt.